Nous allons nous plonger dans une réflexion profonde sur le pouvoir de ne pas réclamer, ne pas discuter et ne pas demander d'explications. Ce sujet est l'un de ceux qui, si tu parviens à le comprendre vraiment, peuvent changer ta vie. Cette vidéo n'est pas seulement pour ceux qui cherchent des réponses dans les conflits, mais aussi pour ceux qui veulent transformer leur manière de se relier et de vivre. Aujourd'hui, tu découvriras comment le simple acte de ne pas demander d'explication peut t'apporter plus de paix et de pouvoir que tu n'aurais jamais imaginé. Alors, si tu t'es déjà demandé pourquoi certaines personnes choisissent simplement de ne pas discuter, de ne pas réclamer et de ne pas donner plus d'explications que nécessaire, tu vas trouver des réponses. Je te promets qu'à la fin de cette vidéo, non seulement tu comprendras pourquoi cette attitude est si puissante, mais tu sauras aussi comment l'appliquer dans ta vie pour te libérer des émotions négatives et renforcer ton estime de toi. Et ce n'est pas une promesse vide, c'est un changement qui te permettra de vivre sans les chaînes que d'autres tentent de t'imposer à travers leurs opinions et leurs exigences. Si tu es prêt à le découvrir, reste attentif, car ce que je vais te dire change tout. Avant de commencer, je te serais reconnaissant si tu pouvais liker la vidéo, cela m'aiderait à continuer de diffuser cette philosophie. Si tu n'es pas encore abonné, je te recommande de t'abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Lucia était dans une relation depuis 5 ans qui, pour ceux qui l'observaient de l'extérieur, semblait parfaite. Cependant, derrière les apparences, il y avait une réalité qu'elle seule connaissait. Son partenaire, Marcos, avait une capacité presque surnaturelle à maintenir les choses dans un état constant d'incertitude, où rien n'était sûr et tout semblait dépendre d'un futur indéfini. Dès le début, Lucia avait été celle qui poussait pour que les choses avancent. Au début, ses réclamations semblaient motivées par un véritable désir de construire quelque chose ensemble, mais avec le temps, elle s'était transformée en une sorte de supplication silencieuse, dans une tentative constante de sortir Marcos de cette indifférence qui lui faisait de plus en plus mal. Ce n'était pas que lui était une mauvaise personne. En fait, pendant les premiers mois, Marcos avait montré qu'il était charmant, attentionné et amusant. Lucia se souvenait de ces jours avec une nostalgie amère, comme s'il n'était qu'un mirage qui avait disparu avec le temps. Maintenant, chaque fois qu'elle lui demandait plus d'engagement, qu'il lui montre un minimum d'intérêt, la réponse était la même, un sourire évasif, une promesse vide ou un « on en parle plus tard » qui laissait tout en suspens. Lucia commença à sentir que ses efforts étaient comme des cris dans le vide, des mots qui se perdaient avant même d'atteindre Marcos. Avec le temps, la dynamique de leur relation devint une danse où elle avançait d'un pas et lui reculait de 2. Lucia avait l'impression d'être piégée dans un cercle vicieux. Plus elle demandait, plus il semblait s'éloigner, et moins elle recevait, plus cela lui faisait mal. Elle avait essayé plusieurs fois de lui parler avec clarté, de lui expliquer comment elle se sentait et ce dont elle avait besoin, mais Marcos avait toujours une excuse, une raison de ne pas s'engager pleinement. C'était comme s'il vivait dans un monde à part, où les problèmes de couple n'existaient pas ou ne l'affectaient pas. Les week-ends, quand Lucia proposait de faire des projets, il avait toujours quelque chose à faire, un ami à voir, un engagement vague qu'il n'expliquait jamais. Et quand elle lui reprochait son attitude, il la regardait avec une combinaison de surprise et d'ennui, comme si ses plaintes n'étaient que des futilités. « Je ne comprends pas pourquoi tu te fatigues autant », lui disait-il souvent d'un ton qui ne faisait qu'exaspérer encore plus Lucia. Elle ne voulait pas de réponse. Elle voulait un changement, voir un geste, une action qui lui prouverait qu'il était prêt à être vraiment présent dans la relation. Le stress émotionnel commença à peser lourdement sur Lucia. Elle réalisait qu'elle perdait une partie d'elle-même dans cette quête désespérée de quelque chose que Marcos n'était pas prêt à lui donner. Ses amis lui disaient qu'elle méritait quelqu'un qui se souciait réellement d'elle, quelqu'un qui ne la faisait pas se sentir comme si elle demandait trop, juste pour attendre un peu d'engagement. Cependant, chaque fois qu'elle pensait à mettre fin à la relation, une étrange peur l'envahissait. Elle avait investi tant de temps et d'énergie qu'elle voyait l'idée de le quitter et de recommencer comme une défaite. Une nuit, alors qu'ils se disputèrent dans le salon de leur appartement, Lucia explosa. « Je ne te demande pas le monde, Marcos. Je veux juste que tu sois une partie de cette relation, que tu agisses comme si cela t'importait. » Est-ce trop demandé? Il la regarda avec froideur, comme s'il voyait une étrangère. «
Tu es toujours en train de réclamer quelque chose, Lucia. Je ne sais pas si tu seras jamais satisfaite, lui répondit-il d'un ton si indifférent qu'elle sentit son cœur se briser. Ce commentaire fut un choc, et ce fut à ce moment-là qu'elle réalisa que peut-être il ne lui donnerait jamais ce dont elle avait besoin. La relation entre Lucia et Marcos continuait dans une spirale de frustration et de distance. C'était un dimanche après-midi, et comme c'était habituel, Lucia essayait d'organiser un plan pour passer du temps ensemble. Elle savait que pour Marcos, faire des projets semblait inutile, mais pour elle, il était important de sentir qu'ils construisaient des souvenirs ensemble, que ces moments en couple n'étaient pas juste quelque chose qui arrivait au hasard, mais qu'il y avait une intention et un engagement derrière. Ainsi, avec un mélange d'espoir et de résignation, elle s'approcha de lui pendant qu'il regardait la télévision sur le canapé. « Que dirais-tu si on allait au parc aujourd'hui » lui demanda-t-elle, essayant de paraître décontractée, comme si la réponse n'allait pas définir comment elle se sentirait le reste de la journée. Marcos leva à peine les yeux de l'écran où un match de football passait. « Je ne sais pas, Lucia. Je dois vérifier quelques trucs pour le travail plus tard, et je ne sais pas si j'aurai le temps de me promener. » Lucia sentit un nœud dans son estomac. Elle avait entendu ces mots tellement de fois qu'ils semblaient s'être gravés dans son esprit. Pourtant, une fois de plus, elle tenta d'adoucir la situation. « C'est juste un petit moment. On peut y aller et revenir vite, » insista-t-elle, espérant qu'il accepterait cette fois. Mais il se contenta de hausser les épaules et répondit « Je ne sais pas, Lucia, pourquoi as-tu toujours besoin qu'on fasse des choses ensemble ?» La question la laissa sans voix. Marcos la regardait comme si sa demande était quelque chose d'illogique, comme si passer du temps ensemble était un fardeau qu'elle lui imposait constamment. Lucia prit une grande inspiration et décida qu'il n'était pas utile d'insister. Elle se rendit dans sa chambre avec un mélange de colère et de tristesse, sentant que son désir de faire quelque chose en couple avait été interprété comme une sorte de caprice enfantin. Elle savait qu'à l'intérieur d'elle-même, un ressentiment silencieux commençait à émerger, mais elle ne pouvait pas l'éviter. Quelques jours plus tard, Lucia décida de lui parler de quelque chose qui la dérangeait depuis un moment. Ils avaient convenu de mettre de l'argent de côté pour partir en voyage, quelque chose qui, pour elle, représentait une opportunité de se reconnecter, de sortir de la routine et de partager une expérience spéciale. Mais encore une fois, Marcos avait commencé à dépenser de l'argent pour des choses futiles, des jeux vidéo, des dîners avec des amis, des achats impulsifs. Ainsi, ce soir-là, alors qu'ils dînaient en silence, Lucia décida d'aborder le sujet. « Marcos, je veux parler de l'argent que nous avons économisé pour le voyage. Il semble que dernièrement tu aies beaucoup dépensé, et je ne sais pas si nous avançons vraiment dans ce projet. » Il leva les yeux avec une expression de surprise, comme si le sujet le mettait mal à l'aise et même énervé. « Encore avec ça, Lucia, je t'ai déjà dit que le voyage peut attendre. Pourquoi es-tu si insistante ?» Elle sentit la frustration la parcourir, mais elle tenta de garder son calme. « Parce que c'est important pour moi, Marcos. On en a parlé, on avait décidé de le faire ensemble, et je sens qu'à chaque fois que j'évoque ce sujet, c'est moi qui réclame quelque chose que nous avons décidé tous les deux. » Il soupira, écartant son assiette et se laissant tomber contre le dossier de la chaise. « Lucia, vraiment, je sens que tu ne peux pas te détendre. Tu es toujours derrière moi avec quelque chose. » La conversation se termina comme tant d'autres, dans le silence et sans aucune résolution. Lucia se sentait épuisée, comme si chaque tentative de parler de ses désirs et de ses besoins était interprétée comme une gêne. Et pourtant, pour une raison qu'elle ne comprenait pas tout à fait, elle continuait à croire que les choses pouvaient changer, qu'avec suffisamment de communication, il finirait par voir les choses de son point de vue. Une autre nuit, lorsqu'il arriva tard d'une sortie avec des amis, Lucia l'attendait dans le salon. Ils avaient se convenu que cette nuit-là, ils la passeraient ensemble, mais il l'avait simplement ignorée. Lorsqu'il entra et la vit assise, les bras croisés, il fronça les sourcils. « Qu'est-ce qui se passe maintenant ?» demanda-t-il, sans même essayer de cacher son impatience. « Tu avais dit qu'on passerait la soirée ensemble. »« Je t'ai attendu et tu ne m'as même pas prévenu, » répliqua Lucia en essayant de ne pas avoir l'air trop accusatrice. Il haussa les épaules et répondit « Je ne pensais pas que c'était si important. Je suis juste sorti un moment. » Lucia le regarda incrédule. « Tu ne comprends pas que c'est important pour moi ?»
Ce n'est pas qu'il est interdit que tu sortes, mais il s'agit de respecter les projets qu'on fait ensemble. » Mais il secoua simplement la tête et murmura « Tu as toujours quelque chose à réclamer. Avec toi, ce n'est jamais assez. » Cette phrase, prononcée avec tant d'indifférence, la fit frémir. Elle sentit ses yeux se remplir de larmes, mais elle ne voulait pas lui donner la satisfaction de la voir vulnérable. Elle se leva et se rendit dans sa chambre, laissant derrière elle une conversation qui, une fois de plus, se terminait en rien. Cette dynamique se répétait dans tous les aspects de leur relation. Si Lucia demandait à Marcos de l'aider avec les tâches ménagères, il trouvait toujours une excuse pour reporter, la laissant seule avec la responsabilité de tout faire. Lorsqu'elle lui demandait de l'accompagner à des réunions familiales ou à des événements importants, il était toujours trop occupé par son travail. Lucia commença à se sentir invisible, piégée dans une relation où ses besoins semblaient ne jamais compter. Elle se demandait si c'était elle qui demandait trop ou si elle essayait simplement de construire quelque chose avec quelqu'un qui n'était pas prêt à s'engager. Chaque fois qu'elle tentait de parler, chaque fois qu'elle tentait d'expliquer ce qu'elle ressentait, Marcos répondait avec cette même attitude de dédain, comme si ses paroles n'étaient rien de plus que du bruit de fond. Une fois, pendant une dispute particulièrement intense, il lui dit même « Tu ne te rends pas compte que tu n'es jamais heureuse si tu n'es pas en train de réclamer quelque chose ?» Cette phrase la toucha profondément, mais elle la fit aussi réfléchir. Il était vrai qu'elle était devenue quelqu'un qui ne savait plus que réclamer. Lucia arriva à sa limite un samedi après-midi, après l'une de ces disputes où chaque mot était une pierre lancée dans le vide. Elle avait passé des heures à essayer d'expliquer à Marcos pourquoi elle avait besoin de plus de lui, pourquoi son manque d'engagement la fatiguait, et lui, comme toujours, avait répondu par son silence impénétrable. Finalement, n'en pouvant plus, elle poussa un soupir qui semblait porter des années de frustration, et dit doucement « J'en ai marre, Marcos, fais ce que tu veux. » Il la regarda avec un mélange de confusion et de surprise, mais elle n'était plus disposée à lui expliquer quoi que ce soit. Elle était arrivée à un point où la plainte n'avait plus de sens, où les mots qui sortirent de sa bouche lui semblaient vides, inutiles, et la promesse d'un changement inaccessible. Ce soir-là, elle décida que sa paix intérieure était plus importante que n'importe quel effort qu'elle pourrait faire pour sauver cette relation. Et à cet instant, quelque chose en elle commença à changer. Cette décision, bien que petite, fut comme une étincelle qui initia un processus de distanciation émotionnelle. Le lendemain, quand il lui demanda s'il pouvait sortir dîner, Lucia s'excusa en disant qu'elle préférait rester à la maison. Elle ne s'intéressait plus à l'idée de surveiller ses réponses ou ses promesses non tenues. Au lieu d'attendre avec impatience qu'il la satisfasse, elle se contentait de sa propre compagnie, lisait, regardait des films et retrouvait la femme qu'elle avait été avant de le connaître, cette femme qui savait prendre soin d'elle-même sans dépendre de personne. Au début, Marcos ne sembla pas remarquer le changement. Il continuait sa routine, convaincu que tout était comme avant, mais Lucia répondait maintenant par des monosyllabes, évitait de s'approfondir dans les conversations. Et quand il mentionnait un projet futur, elle se contentait de hocher la tête sans intérêt. Elle n'avait plus besoin d'imaginer un avenir à ses côtés, elle était trop occupée à découvrir son présent. Les jours passaient et la distance entre eux devenait de plus en plus évidente. Un jour, alors qu'il parlait de ses projets pour le week-end, Lucia se contenta de l'écouter sans prêter attention, pensant à combien elle se sentait bien, sans avoir à porter la responsabilité de ses désirs. Son esprit n'était plus dans cette relation. Son cœur commençait à se libérer de cette chaîne invisible qui l'avait maintenue prisonnière pendant si longtemps. Elle était passée de vouloir le changer, d'essayer de réparer ce qui ne fonctionnait pas, à comprendre que la seule chose qu'elle pouvait faire était de lâcher prise. Une nuit, quand Marcos rentra tard à la maison, s'attendant à la retrouver réveillée et prête à lui faire des reproches comme d'habitude, il la trouva endormie sur le canapé, un livre à la main et une expression de paix sur le visage. Il n'avait pas attendu cette réaction. Cette absence de reproches et de regards inquisiteurs lui sembla étrange, voire inconfortable. Pour la première fois, il sentit que quelque chose avait changé chez Lucia, mais il ne dit rien. Il se contenta de se coucher, sans savoir que cette tranquillité marquait le début de leur adieu. Avec le temps, le changement chez Lucia devint plus évident. Elle ne lui demandait plus de faire des choses ensemble,
ni n'essayait de parler de leurs problèmes de couple. S'ils décidaient de sortir, elle ne demandait pas avec qui ni à quelle heure ils reviendraient. Elle n'avait plus besoin de cette certitude, car elle avait cessé d'attendre quoi que ce soit de lui. Maintenant, quand il revenait tard ou annulait ses projets, elle se contentait de sourire légèrement et poursuivait sa vie. Cette paix qu'elle avait trouvée, cette décision de lâcher prise, lui donnait une force qu'elle n'avait jamais ressentie. Marcos commença à remarquer la différence. Une nuit, dans une tentative de revenir à la normale, il lui demanda si elle voulait regarder un film ensemble, comme il le faisait avant. Lucia, cependant, rejeta l'invitation de manière aimable, expliquant qu'elle préférait finir le livre qu'elle était en train de lire. Ce refus, qui autrefois aurait provoqué une discussion interminable, resta suspendu dans l'air, comme un signe que quelque chose d'essentiel avait changé entre eux. Les moments qui avant l'auraient bouleversé, qui auraient éveillé son besoin de réclamer ou d'exiger, ne lui apportèrent maintenant qu'une étrange tranquillité. Elle avait cessé d'attendre, et ce manque d'attente la remplissait de paix. Lucia se consacrait à ses propres activités, sortait avec ses amis, et peu à peu recommençait à apprécier les choses qu'elle avait mises de côté dans sa tentative de réparer la relation. Un après-midi, tandis qu'il l'observait de l'autre côté de la salle, il vit en elle une expression qu'il n'avait pas vue depuis longtemps, la sérénité. Elle n'était plus cette femme anxieuse qui attendait son attention et son engagement. Maintenant, Lucia semblait avoir trouvé une sécurité et une indépendance qui ne dépendèrent pas de lui. Dans son processus de distanciation, Lucia avait commencé à voir sa relation sous un autre angle, une perspective qu'elle ne s'était jamais permise d'accepter. Pendant longtemps, elle avait vécu nourrie par l'espoir qu'un jour Marcos changerait, qu'il arriverait un moment où il reconnaîtrait ses efforts, ses sentiments, et déciderait de s'engager véritablement. Mais, arrivant à son point de tolérance, quelque chose en elle se brisa et en même temps se libéra. Durant ces jours de solitude imposée, elle commença à lire davantage sur ce que signifiait vraiment lâcher prise, quelque chose qui résonnait dans les mots de Rolando Goicoechea. Il parlait d'apprendre à se décevoir une fois pour toutes, de ne pas fuir cette réalité inconfortable que nous évitons parfois parce qu'elle nous effraie. Bien que, au début, ces mots lui semblaient durs, presque cruels, Lucia commença à comprendre que, peut-être, il était temps de laisser partir ses illusions sur Marcos, d'arrêter d'attendre quelque chose qui n'arriverait pas. C'était comme si, en se regardant dans le miroir, elle se voyait pour la première fois libérée de la fantaisie que tout changerait. Lucia se souvenait clairement de l'un de ces passages de Rolando, « Ose te décevoir le plus tôt possible ». Au début, ces mots lui semblaient lourds, presque cruels, mais peu à peu elle comprit que ce qu'elle avait repoussé tout ce temps était précisément d'affronter cette déception. Elle avait prolongé sa douleur parce que, d'une certaine manière, elle avait toujours gardé un petit espoir que les choses soient différentes. Mais en acceptant que Marcos n'était tout simplement pas là pour elle, quelque chose de profond en elle changea. En reconnaissant son manque d'intérêt, son indifférence et cette distance émotionnelle qui les avait toujours séparés, Lucia cessa d'attendre, cessa de demander. Avec les mots de Goicoechea, elle comprit qu'elle n'avait pas à se résigner à la médiocrité de quelqu'un qui la tenait à moitié. Pour la première fois depuis longtemps, elle se donna la permission de reconnaître ce qu'elle avait tant esquivé, qu'il y avait quelqu'un qui comptait plus que les promesses et les excuses de Marcos, et cette personne, c'était elle-même. Les jours suivants, elle commença à ressentir une légèreté qu'elle n'avait jamais éprouvée. Elle n'était plus piégée dans les cycles de reproches et de frustration. Au contraire, elle sentait que chaque jour était une opportunité de se remplir de ce qui était véritable. Rolando avait aussi parlé d'ouvrir de l'espace pour l'authentique, de ne pas se contenter de mots vides ni d'un amour qui ne correspondait pas. Lucia commença à voir ce vide qu'elle ressentait comme un espace nécessaire, un lieu dont elle avait besoin pour elle, pour sa paix intérieure et pour ses propres rêves. Elle avait appris à ne pas accueillir cette réalité avec amertume, mais avec le calme qui vient lorsque l'on accepte quelque chose d'inévitable. Et en le faisant, elle comprit que s'ouvrir à la nouveauté signifiait laisser de la place dans sa vie pour ce qui est véritable, pour ce qu'elle était réellement en train de devenir. Après avoir pris la décision de mettre fin à sa relation avec Marcos, Lucia se retrouva face à une réalité qu'elle n'avait pas anticipée.
il ne s'éloignait pas. Bien qu'elle ait pris une décision définitive, Marcos commença à insister, à l'appeler, à lui envoyer des messages, apparaissant même de manière inattendue dans des endroits qu'ils fréquentaient ensemble. Au début, Lucia pensa qu'il avait peut-être changé, qu'il désirait vraiment réparer les choses, mais au fond d'elle, quelque chose lui disait que ce n'était qu'une nouvelle phase de manipulation. Elle se souvenait des mots de Rolando, qui avait parlé de l'insistance des ex qui cherchent à maintenir le contact et le contrôle, se nourrissant du drame et de toute réponse qu'ils pouvaient obtenir. Un après-midi, elle reçoit un message de Marcos qui disait « Pourquoi es-tu si égoïste, Lucia? Est-ce que tu ne te soucies pas de tout ce que nous avons vécu ensemble ?» Elle ressentit un premier élan de répondre, de lui expliquer une fois de plus pourquoi la relation ne fonctionnait pas, mais elle se souvint d'un des conseils de Rolando, ne pas céder au combustible que ce type de personne cherche. Elle savait que répondre ne ferait que prolonger la situation et que Marcos ne cherchait pas une explication sincère, mais une réaction, n'importe quelle réponse qu'il pourrait obtenir pour maintenir la connexion. Un autre message est arrivé, cette fois plein de reproches et d'accusations. Lucia opte pour ce que Rolando appelait le contact zéro. Elle ne répondit pas, laissa le message sans l'ouvrir. Elle savait que cela serait difficile, qu'il insisterait probablement davantage en voyant qu'elle ne répondait pas, mais elle avait décidé de ne pas céder. Elle savait que Marcos se nourrissait du drame, de ce jeu de va-et-vient qu'il avait lui-même provoqué pendant leur relation. Maintenant, sans cette réponse de sa part, il se retrouvait sans sa dose d'adrénaline. Cette même nuit, Marcos appela plusieurs fois. Finalement, Lucia répondit, mais cette fois depuis la sérénité qu'elle avait appris à cultiver. Marcos dit d'un ton ferme et calme, « C'est terminé. Je ne peux plus répondre à tes messages ni à tes appels. Je n'ai pas besoin d'expliquer quoi que ce soit. » De l'autre côté de la ligne, il essaya de l'interrompre, mais elle continua. « Si je t'ai jamais importé, la meilleure chose que tu puisses faire est de respecter ma décision et de me laisser en paix. » Malgré le calme qu'elle maintenait, elle savait que Marcos essaierait de reprendre le contrôle. Alors quand il la contacta à nouveau une semaine plus tard, cette fois sur un ton conciliant, elle décida de ne pas répondre, se souvenant des mots de Rolando qui disait que certains ex essaient de revenir comme si rien n'était ou en promettant qu'ils ont changé. Elle resta ferme dans sa décision de ne pas répondre. Ainsi, elle commença à réduire petit à petit les opportunités qu'il avait de la manipuler ou de la provoquer. Maintenant, elle comprenait ce que signifiait couper le carburant émotionnel qu'il cherchait tant. Quelques jours plus tard, en recevant un autre message de Marcos disant « Je n'arrive pas à croire que tu sois aussi froide. Je pensais que ça te préoccupait. » Lucia sourit simplement. Elle avait appris à reconnaître le schéma. L'objectif de Marcos n'était pas de se réconcilier, mais d'obtenir une réaction, une qui justifie ses accusations selon lesquelles elle était l'égoïste, la cruelle. Elle ferma le message sans l'ouvrir et posa le téléphone de côté. Plus jamais, se dit-elle. Elle n'avait pas besoin de jouer à ce jeu. Lors d'un dernier appel, Marcos lui dit « Je ne comprends pas comment tu peux être aussi insensible, Lucia. On dirait que je ne t'ai jamais importé. » Et d'un ton calme, elle répondit « Ce n'est pas vrai, Marcos, mais j'ai appris à me donner la priorité, et cette fois je ne compte pas céder. La meilleure chose pour nous deux est de continuer chacun de notre côté. » Avec cela, elle ferma définitivement la porte, non seulement dans ses mots, mais aussi dans son cœur. Analysons ce que Lucia a vécu sous une perspective psychologique profonde, en intégrant à la fois les enseignements de Rolando et les concepts d'autres grands penseurs tels que Sigmund Freud, Jean Piaget, Walter Rizzo, Mario Benedetti et Paulo Coelho. Lucia, comme beaucoup de personnes dans des relations peu saines, se retrouva face à un dilemme interne entre son désir d'aimer et de construire quelque chose de réel, et l'incapacité de son partenaire à répondre à cet effort. Du point de vue de Freud, cette situation concerne l'attachement et la répétition des schémas inconscients. Freud parlait de la compulsion de répétition, une impulsion qui pousse les gens à recréer des situations passées dont ils n'ont pas réussi à tirer des leçons ou dont ils ne se sont pas détachés. Lucia, en insistant pour changer Marcos, répétait inconsciemment un schéma de recherche de validation, probablement lié à des expériences précoces d'attachement dans sa vie. Le processus de déception précoce que Rolando recommande
est, en réalité, une manière de couper ce cycle freudien de répétition. En se confrontant à la réalité et en acceptant que Marcos ne changerait pas, Lucia fit un pas crucial. Elle cessa d'alimenter ses propres illusions et affronta la vérité telle qu'elle était. Cela se connecte avec la théorie de l'adaptation cognitive de Jean Piaget, qui décrivait comment les gens passent par un processus d'assimilation et d'accommodation dans leurs expériences. Lucia assimilait une nouvelle réalité, que ses tentatives de changer Marcos ne donneraient jamais les résultats escomptés. Elle ajusta sa perception et, ce faisant, brisa le cycle des attentes insatisfaites qui l'avaient piégé. Walter Rizzo, dans ses enseignements sur l'amour sain, souligne l'importance de l'amour propre et de la mise en place de limites dans les relations qui épuisent notre énergie émotionnelle. Rizzo souligne qu'une relation de couple doit être un espace de croissance, pas de souffrance continue. Dans ce cas, Lucia, en passant de la dépendance émotionnelle à l'auto-affirmation, a mis en place ce principe. Elle a cessé de mendier de l'attention et de l'affection, et comme le dit Rizzo, elle s'est désintoxiquée du besoin de contrôler ou de changer son partenaire. À travers sa transformation, Lucia a cultivé son amour propre, en reconnaissant que son bien-être émotionnel était plus important que de maintenir une relation qui ne lui apportait plus rien de positif. Sur le plan émotionnel, les mots de Mario Benedetti sur l'amour et la perte apportent une perspective poétique mais éclairante. Lorsque nous pensions avoir toutes les réponses, soudainement toutes les questions ont changé. Lucia, dans sa tentative de changer Marcos, s'accrochait à une idée de l'amour qui n'était pas réciproque. En réalité, Benedetti nous rappelle que bien souvent, ce que nous pensons comprendre de l'amour peut changer lorsque nous voyons enfin la vérité. Lucia a découvert que l'amour ne peut pas se construire à partir de tentatives de contrôle ou d'attentes impossibles, mais qu'il doit naître naturellement et être réciproque. D'autre part, Paulo Coelho propose une réflexion pertinente pour le processus de détachement que Lucia a vécu. Dans L'Alchimiste, Coelho dit « Lorsque quelqu'un évolue, tout autour de lui évolue aussi. » Lucia n'a pas seulement décidé de changer, mais son changement a directement affecté la dynamique de la relation. En lâchant prise avec Marcos et en cessant de l'alimenter émotionnellement, elle-même a commencé à transformer son monde. Coelho suggère que le véritable changement commence à l'intérieur de soi, et c'est précisément ce que Lucia a fait en se priorisant elle-même. Son environnement a commencé à refléter cette nouvelle énergie, éloignant de sa vie ce qui n'était plus en harmonie avec son évolution personnelle. Rolando, en outre, parle de la façon dont certaines personnes narcissiques ou manipulatrices cherchent du combustible dans les réactions émotionnelles de leur partenaire. Ce combustible, selon Goicoechea, se génère lorsque la personne insiste, discute ou même supplie pour de l'attention. En décidant d'appliquer le contact zéro, Lucia a pris la décision consciente de ne plus fournir de combustible à Marcos. Cette stratégie est clé dans la gestion des relations avec des personnes dépourvues d'empathie, car en coupant la source de drame, la personne manipulatrice perd le contrôle qu'elle exerçait sur son partenaire. D'un point de vue de la psychologie humaniste, cette décision représente également un acte d'autonomisation. Lucia a appris que sa valeur n'était pas déterminée par la manière dont Marcos la percevait, mais par la façon dont elle se percevait elle-même. Pour Rizzo, ce type d'autonomisation émotionnelle est crucial pour se libérer des relations toxiques. Lucia a commencé à reconnaître qu'elle méritait mieux et qu'elle n'avait pas à se contenter de quelqu'un qui la méprisait ou minimisait ses besoins. À travers cette transformation, nous pouvons également voir l'importance de reconnaître ses émotions sans se laisser entraîner par elles. Benedetti suggère qu'accepter la tristesse et la douleur de la déception est un pas fondamental vers la guérison. Lucia, au lieu de craindre la douleur, a appris à l'embrasser comme une partie de son processus de libération. Cet acte d'acceptation et de détachement l'a renforcée, lui permettant de lâcher les illusions qu'elle avait construites autour de Marcos. Freud disait que là où il y avait un ça, il doit y avoir un moi. Et dans ce cas, Lucia est passée de l'acte impulsif, dicté par ses désirs et ses besoins insatisfaits, à prendre des décisions conscientes à partir de son moi, de son identité la plus profonde. En d'autres termes, elle a cessé de dépendre de la validation extérieure et a commencé à construire son sens de la valeur interne. Cela, selon Freud, est essentiel pour une vie équilibrée et émotionnellement saine.
Au fil des jours, le détachement de Lucia n'a pas seulement été physique, mais émotionnel. Ce processus de lâcher prise a été crucial pour sa guérison, car, comme le soulignait Rizzo, le véritable amour propre se démontre dans les décisions que nous prenons pour protéger notre paix. Lucia a choisi la paix plutôt que le conflit, la tranquillité plutôt que l'insistance, et l'amour propre plutôt que la dépendance. Continuons avec l'analyse de l'histoire de Lucia, en approfondissant les implications psychologiques et en examinant comment elle a appliqué les conseils de Rolando, ainsi que les concepts d'autres auteurs. Lucia a traversé un processus de transition que de nombreux psychologues considèrent comme crucial dans le développement d'une estime de soi saine. Le moment où l'on décide de cesser de chercher chez les autres ce que l'on peut seulement se donner à soi-même. En suivant la ligne de Walor Rizzo, qui propose qu'une relation saine doit être basée sur la réciprocité et le respect, Lucia s'est rendu compte que sa relation avec Marcos ne remplissait pas ces conditions en constatant que ses besoins émotionnels ne seraient jamais satisfaits par quelqu'un qui ne partageait pas son engagement. Elle a commencé à prioriser son bien-être au-dessus de la relation. Cette décision, bien que difficile, a été son premier grand acte d'amour-propre. Freud affirmait qu'une grande partie de notre souffrance provient de notre résistance à la réalité des relations et de la projection d'attentes qui ne se réaliseront jamais. En lâchant ses attentes vis-à-vis de Marcos, Lucia a cessé de s'accrocher à cette image idéalisée de ce qu'il pouvait devenir. Freud parlerait de ce processus comme d'une libération du principe de réalité, une compréhension que tous nos désirs ne seront pas satisfaits et qu'accepter cela est fondamental pour atteindre un état d'équilibre mental. Jeanne Paget a aussi quelque chose à dire sur l'évolution de Lucia. Dans ses études sur le développement humain, Piaget décrit comment nous passons par différentes étapes dans notre manière de penser et de comprendre le monde. Lucia a commencé dans une phase d'assimilation, cherchant à adapter la réalité à ses attentes, insistant et réclamant dans une tentative de changer Marcos. Cependant, en arrivant à sa limite, elle est passée à une phase d'accommodation, où elle a ajusté ses attentes et s'est adaptée à la réalité telle qu'elle était, et non comme elle aurait voulu qu'elle fût. Cet ajustement, selon Piaget, est crucial pour le développement d'un esprit mature. Rolando parle aussi d'un phénomène que Lucia a vécu intensément, la déception précoce. Pour lui, cet acte de se décevoir sans ressentiment est une manière d'ouvrir les yeux sur la réalité, permettant un changement significatif. Lucia, au lieu d'éviter la déception ou de réprimer sa douleur, l'a accueilli comme un enseignement, lui permettant de voir avec clarté l'usure que cette relation lui causait. Ce processus l'a non seulement renforcé, mais lui a aussi permis de se libérer du poids d'une relation étouffante, marquant le début de son chemin vers la paix intérieure. Tout au long de sa relation, Lucia a également vécu ce que Walter Rizzo appelle la dépendance affective, une addiction émotionnelle à son partenaire. Cette dépendance l'a amenée à tolérer des comportements et des attitudes de Marcos qui étaient contraires à sa dignité et à son bien-être émotionnel. En apprenant à lâcher prise et à ne plus quémander, Lucia a brisé ce cycle destructeur. Rizzo affirme que l'amour-propre doit être la base de toute relation et que si un partenaire nous pousse à nous sacrifier continuellement, cela indique que nous sommes dans une relation toxique. De la perspective de Mario Benedetti, le processus de détachement de Lucia peut aussi être vu comme un acte de courage. Benedetti, dans sa poésie et ses essais, parle de l'importance de laisser partir ce qui ne nous fait pas de bien, de lâcher avec amour et sans ressentiment. Lucia, en décidant de rompre avec Marcos, sans entrer dans un jeu de culpabilité et de reproche, s'est alignée avec cette vision. Elle a compris que son bonheur ne dépendait pas du fait qu'il change, mais de la liberté de vivre sans charges émotionnelles inutiles. Paulo Coelho, dans son concept de l'amour et du destin, suggère que le véritable amour nous pousse à avancer et nous rend meilleurs. Lucia, en reconnaissant que sa relation avec Marcos ne l'aidait pas à grandir, a accepté qu'elle devait laisser de la place pour que le vrai vienne dans sa vie. Coelho affirme que lorsqu'un cycle se ferme, quelque chose de nouveau et de meilleur est toujours en chemin. En coupant le lien émotionnel avec Marcos, Lucia n'a pas seulement fermé une étape, mais elle s'est ouverte à la possibilité d'un avenir plus authentique et gratifiant. Quant au contact zéro que Rolando recommande dans les cas de relations toxiques, Lucia l'a mise en œuvre avec fermeté.
cet acte de couper le contact avec son ex a été essentiel pour que sa guérison progresse. Goicoechea explique que certaines personnes narcissiques ou manipulatrices se nourrissent des réactions émotionnelles de leurs ex-partenaires, obtenant un carburant du drame et des discussions. En ne répondant pas aux tentatives de Marcos de se reconnecter, Lucia s'est libérée de cette dynamique de manipulation, démontrant qu'elle avait appris à protéger sa paix et sa stabilité émotionnelle. La transition de Lucia vers une vie libre de Marcos reflète également une compréhension profonde de ce que signifie l'amour-propre. Selon Walor Rizzo, la capacité de laisser partir une relation insatisfaisante est une preuve que nous valorisons notre bien-être au-dessus des impulsions émotionnelles passagères. Pour Rizzo, l'amour-propre est un processus d'apprentissage et de pratique. Et dans le cas de Lucia, son histoire montre comment chaque étape qu'elle a franchie pour s'éloigner a été un acte de réaffirmation de sa valeur. Freud soutenait également que pour vivre en paix, nous devons accepter l'imperfection du monde et des personnes. En cessant d'idéaliser Marcos et en voyant son comportement tel qu'il était, Lucia a cessé de souffrir d'une réalité qui n'existait que dans son esprit. Pour Freud, ce type d'acceptation est l'un des grands pas vers la paix intérieure, les composants fondamentaux d'un esprit sain. De plus, le processus de détachement de Lucia peut être vu comme une croissance personnelle vers l'autonomie émotionnelle. Piaget définit l'autonomie comme la capacité d'agir indépendamment des attentes et des pressions extérieures. Et Lucia a démontré cette autonomie en rompant le lien avec Marc sans attendre son approbation ni sa compréhension. Pour Piaget, le développement de cette autonomie est un signe de maturité psychologique. Rolando soutient que lorsque nous cessons de céder aux tentatives de manipulation d'un ex-partenaire, nous rompons le cycle de dépendance émotionnelle. Lucia a vécu cela lorsqu'elle a cessé de répondre aux messages de Marcos, comprenant qu'il ne recherchait pas une réconciliation sincère, mais une manière de garder le contrôle sur elle. Cette décision lui a permis de retrouver son identité et son pouvoir personnel. Enfin, le détachement de Lucia se reflète dans la paix intérieure qu'elle a trouvée en lâchant prise sur ses attentes vis-à-vis de Marcos. La paix ne venait pas d'un changement en lui, mais d'un changement en elle-même, un processus d'auto-affirmation et d'amour-propre qui lui a permis de lâcher le passé sans rancune et de s'ouvrir à un avenir où elle était enfin libre de vivre en harmonie avec elle-même. Si tu t'es retrouvé pris dans une relation où tes efforts semblent tomber dans un vide et où tes revendications ne font qu'alimenter l'épuisement, alors tu dois absolument voir la vidéo de Rolando Déception dès que possible. Dans cette vidéo, Rolando approfondit l'importance d'accepter la réalité telle qu'elle est et nous enseigne à lâcher prise sans rancune. Tu apprendras à reconnaître à temps quand quelqu'un n'est pas prêt à te donner ce que tu mérites, afin que tu puisses te libérer de ce fardeau et construire une vie où ton bien-être est une priorité. Accompagne-nous pendant que Rolando nous guide avec des outils et des perspectives pratiques qui ont aidé notre protagoniste à cesser d'insister pour ce qui ne lui faisait pas de bien, retrouvant ainsi sa paix et son amour propre. Cette vidéo n'est pas seulement un message sur le détachement, mais une invitation à récupérer ton pouvoir personnel et à t'ouvrir à de nouvelles opportunités. Déception dès que possible. Oui, exactement ce que tu évites tant parce que ça te fait mal. Tu refuses de voir une réalité qui finira par arriver. Une réalité si difficile que tu ne sais pas si tu seras capable de la supporter. Mais tu sais que prolonger cette réalité imminente retardera ce à quoi tu dois faire face. Sa véritable nature, ses véritables intentions envers toi, ou son manque d'intérêt, ou très peu d'intérêt pour toi. Pour cette raison, embrasse la réalité. Ne fuis pas, ne l'esquive pas et ne la reçois pas avec amertume. Reçois-la de la manière la plus aimante possible. Reçois-la comme la grande opportunité d'ouvrir enfin les yeux. Tu as passé tellement de temps à te refuser de voir les choses telles qu'elles sont, que les contempler telles qu'elles sont te fait déjà beaucoup de mal. Cependant, à mesure que tu t'injectes dans ta réalité, que tu t'y plonges, tu désiras justement plus d'elle. La réalité, bien que douloureuse, va te libérer, et au fond de toi, tu veux être libre. Déception, dès que possible. Qu'attends-tu? Qu'il change à la dernière minute? Qu'il reconnaisse son erreur? Combien de temps vas-tu encore attendre? Combien d'opportunités vas-tu donner à quelqu'un au lieu de te les donner à toi? Oui, c'est mon principal message pour toi. Toutes ces opportunités que tu donnais à cet autre,
Maintenant, tu te les donneras à toi-même parce que tu le mérites. Parce que tu en as assez de te prouver que tu comptes vraiment. Ou est-ce que je suis en train de te dire un mensonge? Tu sais que c'est vrai, et je n'ai pas besoin de te convaincre de cela. Tu vaux plus que d'attendre quelqu'un qui ne se soucie pas de ton bien-être. Tu vaux plus que de te résigner chaque fois qu'il t'appelle de temps en temps. Tu vaux plus que tous ces adjectifs négatifs qu'il a projetés sur toi. Tu vaux plus que ce à quoi tu t'accroches, parce que tu le considères spécial ou précieux dans ta vie. Ose te débarrasser des mauvaises compagnies, des mots inutiles, des sourires forcés, des cœurs non réciproques. Laisse de la place en toi pour ce qui est véritable. Laisse de la place en toi pour t'aimer profondément et ensuite, véritablement, aimer quelqu'un d'autre. Tu vois, la déception n'est pas si mauvaise après tout. Et en étant vraiment pragmatique, dans ta vie, il n'y a rien de bon ou de mauvais. Il n'y a que des situations favorables et d'autres moins favorables. Et quand il s'agit de situations qui te déplaisent, tu peux choisir de changer de place, de t'ouvrir à la possibilité de quelque chose de nouveau. Peut-être que ce qui te déçoit a simplement cessé d'être pour toi. Cela n'est plus pour toi. Jorge Bucay dit qu'à chaque fois que quelque chose s'en va, cela fait place à ce qui vient ensuite, et je suis d'accord avec lui. Prends soin de toi et aime ce lieu qu'est toi-même, car c'est le seul endroit où tu vivras. Rolando nous a guidés vers une leçon transformative sur le détachement et la valeur d'accepter la réalité d'une relation sans la déguiser sous de faux espoirs. Nous avons appris qu'au lieu de résister à la déception, nous devons l'affronter, permettant à cette vérité de nous libérer et de faire de la place pour l'amour de soi. Rolando explique comment, en lâchant la nécessité de changer ou de contrôler quelqu'un qui n'est pas engagé, nous retrouvons notre paix et nous nous donnons l'opportunité de vivre avec authenticité. Mais il y a des moments où, même après avoir lâché prise, une ex insiste pour revenir, cherchant de l'attention ou ravivant le conflit. Justement pour ces cas, Rolando a une nouvelle vidéo que tu dois absolument voir. Que faire quand ton ex insiste? Dans cette vidéo, tu découvriras comment protéger ta stabilité émotionnelle et éviter de tomber dans des dynamiques de manipulation en gardant le contrôle et le calme face aux tentatives de contact persistantes. Prépare-toi à un contenu profondément utile dans lequel Rolando t'enseignera comment gérer l'insistance d'un ex avec des stratégies claires, tout en protégeant ta paix et en faisant un pas ferme vers une vie sans relations toxiques. Pense à ces personnes à qui nous avons enlevé de nos vies après une rupture ou une séparation définitive. Ces personnes qui aiment nous sortir de nos gonds, celles qui ne faisaient que nous utiliser, celles qui, sous un masque, disent « t'aimer », mais en réalité ne font que te faire du mal. Ces personnes dont tu veux t'éloigner, mais qui d'une manière ou d'une autre, continuent de t'attaquer, de te contacter, te disant combien elles te détestent, te disant combien elles regrettent de t'avoir rencontré, d'avoir entamé une relation avec toi, et jusqu'à avoir passé des années avec toi. Bien sûr, si elles regrettaient, pourquoi ne t'ont-elles pas quitté après quelques mois ou un an de t'avoir connu? Cependant, il est curieux que cette personne ait justement été avec toi autant de temps et te rejette la faute de s'être vue obligée d'être avec toi. Cela te rappelle-t-il une situation? Tu t'es sûrement rempli de culpabilité, tu as sûrement cru à l'histoire que ce spécimen venait de te vendre. Non, cela ne s'arrête pas là. Tout ce temps, il ou elle t'a vendu cette histoire encore et encore, au point que tu lui as définitivement acheté cette histoire. Et du point de vue de cette personne, bien sûr, tu es la pire des personnes, la plus égoïste. Tu n'as jamais été à la hauteur, tu n'as jamais été suffisant. Et précisément, tout cela revient sans cesse dans ton esprit et ne te laisse pas en paix. Surtout parce que cette personne insiste de façon répétée, encore et encore, jusqu'à ce que tu craques et que tu lui répondes, et tu lui réponds de la pire façon possible, de manière très agressive, pire que ce qu'il ou elle a fait avec toi. Il ou elle t'a poussé à bout, t'a mis dans une telle situation que tu as laissé échapper la pire version de toi-même. Et maintenant, cette personne va justement prendre ce que tu viens de faire pour renforcer l'idée qu'il ou elle se fait de toi, que tu es égoïste, que tu lui veux du mal, etc. Quelque chose que j'ai appris récemment, et je dois te remercier pour cela, Elena, car Elena a été celle qui m'a aidé à mieux comprendre ce type de modus operandi de certains troubles, en particulier chez les psychopathes narcissiques ou les sociopathes. Ces personnes ont besoin de carburant, et c'est un nouveau terme que je commence à utiliser dans ma chaîne, mais il était important de le mentionner dans cette situation. Le carburant,
C'est ce qui provoque beaucoup d'adrénaline chez la personne qui manque d'empathie. C'est leur nourriture, c'est ce qui leur permet de se connecter avec toi. C'est quelque chose que nous recevons, que ce soit positivement ou négativement. Je m'explique. Quand une personne reçoit un compliment ou quand je sais que quelqu'un est heureux pour quelque chose que j'ai fait, je reçois un retour positif. Cela me nourrit, me renforce l'idée que je veux faire plus de choses positives pour ma partenaire, mes amis, ma famille ou toute personne avec qui je suis constamment en relation. Le carburant pour les personnes qui manquent d'empathie, c'est aussi d'entrer dans le drame, dans les disputes verbales, de faire accuser les autres, de voir quelqu'un me supplier, s'humilier pour attirer mon attention ou s'excuser, et moi, être là, une fois après l'autre, à lui rendre la vie impossible. Ainsi, de mon point de vue, le carburant est autant la partie positive de la manière dont l'être humain, à travers l'hormone de l'ocytocine, se sent intégré, heureux. Cela peut renforcer les liens, mais il y a aussi le côté dopamine, adrénaline, et cela se produit non seulement dans les sports extrêmes, non seulement dans les jeux de hasard, mais aussi dans des situations conflictuelles, dramatiques, où nous poussons l'autre personne à ses limites. Donc, pratiquement, tu peux avoir un ex qui insiste, même après avoir dit que c'était une erreur de s'être marié avec toi, même après t'avoir agressé verbalement, même après t'avoir maudit. Ce que cette personne attend, c'est une réaction de ta part, et cette réaction peut être de lui répondre, ou bien de te rendre chez elle pour t'excuser, ou bien de déplacer des montagnes pour que cette personne ne pense pas mal de toi, pour que cette personne fasse à nouveau ce qu'elle faisait au début. Mais fondamentalement, pour les personnes qui manquent d'empathie, le dialogue, la communication, parvenir à un accord commun n'est pas ce qu'elles recherchent. Ce qu'elles veulent, c'est précisément te blesser, attirer ton attention au départ. Et tu t'en es sûrement rendu compte, après un moment de grande douleur, où cette personne a pratiquement miné ton estime de toi, t'a blessé à tel point, et vice-versa, tu lui as aussi dit toute sa vie entière. Et bien sûr, d'une certaine manière, tu as essayé de la blesser. Bien que ce ne soit peut-être pas ce que tu voulais vraiment, tu n'as pas pu la blesser, elle s'est simplement offensée, elle a joué la victime. Après ce moment tendu, quelques jours ou au maximum une semaine peuvent passer, et cette personne va revenir. Soit en te parlant comme si de rien n'était, soit en te faisant croire qu'elle a changé, qu'elle est une meilleure personne, et qu'elle s'est rendue compte de la façon terrible dont elle a agi, afin de recevoir des messages, qu'ils soient polis de ta part, ou que tu admettes que oui, j'ai aussi une part de responsabilité, de culpabilité, eh bien, excuse-moi. Peu importe la manière dont il ou elle sentent que tu accèdes ou elle, tu lui donnes pratiquement le carburant dont elle avait besoin. Il semblerait que, d'une manière ou d'une autre, tu sois en train de progresser dans la relation avec ce type de personne, mais tu ne l'es pas. Et c'est quelque chose que je vais répéter souvent à partir de maintenant, car lorsque tu es dans une relation comme celle-ci, peut-être que ce que je vais te dire maintenant, même si ça a du sens, tu vas réagir en disant « ce que je vis est différent ». Il est normal d'avoir un processus de déni, il est normal de vouloir minimiser ce que tu vis, il est normal d'espérer que cette personne agisse correctement. Tu crois qu'elle ne fait pas cela pour le plaisir de te faire souffrir. D'une manière ou d'une autre, tu t'accroches à l'idée de ce qu'elle était au début lorsqu'elle se montrait comme une personne totalement romantique, peut-être même parfaite. À ce moment-là, peut-être que tu ne le vois pas encore, mais tu veux croire qu'il y a encore des opportunités pour que la relation s'améliore. Et par conséquent, tu te dis que ce n'était qu'une dispute de plus, mais non. Il s'agit d'une personne qui manque d'empathie, qui ne peut pas se lier affectivement et sainement avec les autres. Elle a besoin de cette adrénaline des disputes, du drame de te tromper, de te dire qu'il y a quelqu'un d'autre dans sa vie. Et c'est la stratégie de la triangulation, très courante chez les psychopathes et les narcissiques. Donc réfléchis bien à ce que je viens de te dire. Si ton ex te contacte constamment, malgré le fait qu'il ou elle t'insulte, malgré tout ce qu'il ou elle t'a dit à quel point il ou elle te déteste, et pourtant revient comme si de rien n'était, il y a de grandes chances que tu sois face à une personne qui présente l'un de ces troubles. Et si tu réponds à ces messages, si tu es la personne qui accède à tout cela, tu es en train de donner le combustible dont cette personne a besoin. Par conséquent, maintenant, je veux que tu réfléchisses bien. Quelle serait la stratégie ? La stratégie serait la plus simple, mais aussi la plus difficile que je vais te demander. Contact zéro, rien. Aucun contact, sauf bien sûr s'il y a une communication obligatoire, comme si des enfants sont impliqués.
dans ces cas-là. Mais si cette personne ne te doit rien, si rien ne vous lie vraiment, alors tu dois apprendre à ne pas répondre aux messages. Je sais que c'est la chose la plus difficile que je te dis, mais quand tu comprends la question du combustible, et encore une fois, je vais répéter, ici, le combustible, c'est à la fois ce qui est positif, c'est-à-dire les compliments, les cadeaux, les surprises, les détails, l'intimité, les câlins, et ce qui est négatif, les disputes, les insultes, les coups, le drame, la jalousie, la compétition. Tout cela, lorsque le psychopathe et le narcissique ne sont plus satisfaits par le positif, ils vont chercher le négatif, l'adrénaline, l'excitation, la dopamine. Donc ta stratégie est définitive. Couper le flux de combustible, arrêtez de le donner. Parce que si tu continues à lui en donner, même si cette personne a un nouveau partenaire, elle continuera à faire de toi son jouet favori. Donc maintenant, ce que je te propose, c'est rien d'autre que de ne pas nourrir cette personne avec le combustible qu'elle attend de toi. Et oui, cela va sûrement te rendre jaloux. En fait, quelqu'un m'a dit « Non, c'est que maintenant ça me met en colère de ne plus être son jouet préféré, de ne plus être la personne pour laquelle il ou elle cherche son combustible. Non, tu ne dois pas, au contraire, tu devrais t'en réjouir. Je sais qu'à ce moment, tu ne le vois pas ainsi, et qu'il te faut plus d'amour propre, qu'il te faut plus d'aide, qu'il te faut répéter ce type de vidéos et de messages encore et encore. Mais je le fais pour ton bien, crois-moi, je le fais pour ton bien. Et même si ça sonne répétitif, et même si ces vidéos ne sont pas les plus populaires, je veux qu'elles soient les plus utiles pour toi. Dans la vidéo de Rolando sur comment faire face à un ex insistant, nous avons appris des stratégies clés pour gérer ces personnes qui, après une rupture, ne respectent pas la décision de séparation et continuent à chercher de l'attention ou tentent de raviver la relation. Rolando explique que ces personnes cherchent souvent ce qu'il appelle le combustible émotionnel, un mélange de réactions et de réponses qui leur permet de maintenir un lien de manipulation à travers le contact zéro, une stratégie qui consiste à couper toute communication inutile. Nous pouvons cesser de nourrir cette dynamique toxique et nous concentrer sur notre paix et notre bien-être. Le contact zéro permet qu'en ne répondant pas et en ne s'impliquant pas dans les provocations, on récupère le contrôle sur ses émotions et sa vie. Selon Rolando, cette approche n'est pas seulement une technique de silence, c'est un acte d'amour propre et de respect envers soi-même, une manière de dire « ma paix est plus importante que n'importe quel conflit passé ». Ainsi, l'absence de réponse devient un chemin vers la guérison et une façon de se libérer du poids des relations qui ne nous apportent rien de positif. Après avoir regardé la vidéo, réfléchis. Comment utiliserais-tu ce silence et cette distance pour protéger ta paix mentale? Penses-tu qu'en arrêtant de réclamer et de t'impliquer dans des discussions, tu gagnerais en clarté et tranquillité dans ta vie? Dis-nous dans les commentaires comment tu appliquerais ces conseils dans ton quotidien. N'oublie pas qu'il ne s'agit pas seulement de couper le contact, mais de construire une nouvelle version de toi-même, une version qui n'a plus besoin de l'approbation ou de la validation de ceux qui ne peuvent pas te l'offrir. Qu'as-tu pensé de l'approche de Rolando? Penses-tu qu'elle t'a aidé à voir les choses sous un autre angle? Réfléchis aussi à ce que tu as le plus aimé dans la vidéo. Était-ce ses conseils sur l'importance du silence, son explication du combustible émotionnel, ou peut-être ses stratégies pour ne pas céder au drame? Ces concepts peuvent être le début d'un changement profond dans ta manière de voir les relations. Et bien sûr, dis-nous s'il y a quelque chose qui ne t'a pas tant résonné. Parfois, entendre de nouvelles idées peut être difficile, surtout si nous avons l'habitude de réagir différemment. Y a-t-il un point qui t'a paru difficile à mettre en pratique ou qui t'a suscité des doutes? Et voilà, j'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, j'adore quand vous faites ça. Si vous en voulez plus, vous pouvez écrire en commentaire « J'en veux encore plus ». J'espère vous revoir dans une autre vidéo.